3 jours passés dans le Tonpi avant de regagner Abidjan hier, le président de la République, Alassane Ouattara, a fait le point de sa visite aux journalistes sur place à Mans. Le chef de l'État a qualifié sa visite de fructueuse. Aujourd'hui, 5 mai, est célébrée la journée mondiale des sages-femmes. La Côte d'Ivoire, comme les autres pays du monde, célèbre cette journée, occasion de découvrir ce métier de donneuse de vie et rendre hommage à toutes ces sages-femmes. Et puis à la primature au plateau, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est entretenu avec la sous-secrétaire chargée de la politique extérieure du ministère des Affaires étrangères et du culte de la République d'Argentine. Ajoutez également au sommaire de cette édition le magazine du dimanche, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le stress, la dépression et le travail. Nous en parlerons tout à l'heure avec notre invité, Dr Bissouma Anna-Corinne, psychiatre chargé d'études au Programme national de santé mentale. Bonjour à tous, merci de choisir le journal du RTI 1. Mais avant d'en arriver au magazine, je vous le disais, le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré hier à Abidjan avec son épouse après 3 jours passés dans la région du Tonpi. Le chef de l'État s'est rendu à Biankouman, Zouaouyen, Danané. C'est la deuxième visite d'État du président de la République dans l'Ouest. Il y a 1 an, il était dans le Cavali et le Guémont. À son arrivée hier, comme vous le voyez, le chef de l'État a été accueilli à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par les autorités, notamment le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, des membres du gouvernement, des officiers supérieurs de l'armée. La visite d'État du président de la République dans le Tonpi, rappelons-le, a débuté le mercredi 1er mai. Avant de regagner Abidjan, le président de la République, Alassane Ouattara, a fait le point de sa visite aux journalistes sur place à Mans. Dans les échanges, plusieurs sujets, notamment les conditions de vie des populations, la sécurité, la réconciliation, la décentralisation. Abiba Dambélé Saoué nous propose les temps forts de cette conférence de presse du président de la République. La conférence de presse du président de la République intervient au lendemain de la célébration de la journée de la liberté de la presse. Le président Alassane Ouattara s'est félicité des progrès accomplis par les journalistes dans l'exercice de leur métier et leur a donné l'assurance qu'ils peuvent travailler en toute liberté en Côte d'Ivoire. Je voudrais me féliciter de l'évolution positive du journalisme dans notre pays. Je crois que la presse a fait des progrès, les journalistes ont fait des progrès. Et bien évidemment, c'est le 4e pouvoir et nous sommes très attentifs à ce que la presse donne comme opinion, même si parfois nous ne sommes pas totalement en phase, mais cela c'est la liberté d'expression qui est un des piliers de la démocratie. Le chef de l'État est ensuite entré dans le vif du sujet, en indiquant que cette visite dans le Tonpi a été fructueuse. Elle a permis de faire le point des réalisations 1 an après sa première visite dans les régions du Cavali et du Guémont. De gros efforts ont été accomplis pour le développement de l'Ouest et les résultats sont palpables dans tous les domaines. Nous avons au cours de cette période d'1 an, 18 mois, constaté de très belles réalisations en matière de voirie, d'approvisionnement. La ville de Mans en eau, ce qui est quand même important. La réhabilitation du réseau électrique, la rénovation et l'équipement de certains hôpitaux, la rénovation et la construction de nombreuses salles de classe, la couverture de tout l'Ouest donc par les médias d'État. C'est une promesse qui avait été faite. Tout cela, nous avons pu le réaliser à partir du programme présidentiel d'urgence, le PPU, qui a permis de dépenser 13 milliards en 2011 et 2012 dans le district des montagnes, 4 milliards en 2011 et 9 milliards en 2012. Les préoccupations des journalistes sont portées sur des questions d'actualité, notamment les élections couplées municipales et régionales. La percée des indépendants. Vous savez, les élections locales doivent être des élections totalement démocratiques. Plus il y aura de gens dans un conseil municipal, plus la représentation de la population sera effective pour aider à développer les programmes qui doivent aller dans la région et ensuite vers le gouvernement central. Alors, il y a eu beaucoup d'indépendants parce que beaucoup de personnes estimaient qu'elles pouvaient apporter une contribution importante à leur pays au-delà de leur parti. Sur les 72, voyez-vous, il y a à peu près 50% des indépendants sont du RDR.
Beaucoup ont d'ailleurs écrit à la commission électorale indépendante pour dire maintenant que l'élection est terminée, comptabilisez-nous comme RDR. Ensuite, il y a à peu près 20% qui sont du PDCI. Et on me dit à peu près encore 20 autres % qui sont issus du FPI. Ils se sont présentés et ils ont gagné. Ils sont à peu près une quinzaine, ça fait 20%. Mais moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Des questions ont été également soulevées concernant la sécurité et les problèmes fonciers dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Moi, je me réjouis de constater que maintenant, cette région, ce district est en paix et en sécurité. Nous avons d'ailleurs déployé des moyens très importants pour sécuriser l'ouest, notamment la frontière avec le Libéria. Et maintenant, nous considérons qu'avec les contacts et la coopération très étroite avec le Libéria, et en plus entre Madame la Présidente Hélène Johnson-Sirleaf et moi-même, que la situation devra se renforcer davantage. Nous envisageons d'ailleurs dans les semaines qui viennent de tenir une grande réunion à la frontière avec les populations, avec les chefs traditionnels des deux pays, puisque c'est un peu les mêmes ethnies, pour qu'eux aussi s'insèrent dans le processus de réconciliation. Pour terminer, le chef de l'État a rassuré l'ensemble des Ivoiriens de sa volonté à améliorer leur niveau de vie. Quand on dit meilleures conditions de vie, ça concerne bien sûr non seulement l'école, pour que les parents puissent envoyer leurs enfants à l'école, ou la santé, quand il y a des problèmes de santé, notamment des questions d'accouchement, et également des questions relatives au réceptacle universitaire pour permettre d'envoyer les enfants donc à l'université sans que tout le monde soit obligé de se ruer sur Abidjan. D'ailleurs, cette année, en octobre 2013, les universités de Korogo et de Daloa vont pouvoir ouvrir. Et quand on parle de meilleures conditions de vie, il faut également penser aux infrastructures, les pistes notamment, pour permettre l'évacuation des produits. Et tout cela est en cours non seulement par le gouvernement, mais également par le Conseil Café Cacao qui reçoit des dotations importantes pour améliorer les pistes pour l'évacuation des produits. Quand on parle de meilleures conditions de vie pour les populations, ça veut dire meilleur pouvoir d'achat. C'est ainsi qu'avec la réforme agricole, nous avons pu augmenter donc les prix reçus effectivement par les paysans pour le café, le cacao et d'autres produits. Quand on parle d'amélioration des conditions de vie, c'est également mettre un peu plus à l'aise les fonctionnaires, ce que nous avons tenté de faire en payant les indemnités qui étaient dues, notamment à l'éducation. Et pour la santé, les choses sont en cours. Amélioration des conditions de vie veut dire également non seulement augmenter le pouvoir d'achat, mais veiller à ce que les prix ne dérapent pas. Nous devons faire des efforts, c'est pour cela que nous avons pris des décisions sur le prix du gaz, mais nous ne pouvons pas absorber ou payer toute la subvention tout de suite. Il faut une réforme globale du secteur, mais vous avez vu l'effort qui a été fait par le gouvernement, notamment sur les bouteilles B28. Et même sur les B6 et les B12, la péréquation permettra aux populations hors d'Abidjan de payer dans les faits moins cher que ce qu'elles paient maintenant. Après ces échanges avec la presse, le chef de l'État a pris congé de ses hôtes du Tonkpi en mettant le cap sur l'aéroport de Mans. L'avion le transportant a quitté le chef-lieu du district des montagnes ce samedi aux environs de 14 heures. Depuis hier donc, le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré sur Abidjan. Toujours sur place à Mans, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a visité le collège des jeunes filles qui portent son nom. Elle a offert une salle multimédia et une bibliothèque à ce collège afin de permettre aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions. Le reportage sur place de Viviane Aymer.
Créé en 2012, le Collège des jeunes filles Dominique Ouattara de Mans, seul établissement scolaire de ce genre dans toute la région, bénéficie de toutes les attentions de sa marraine, Madame Dominique Ouattara, présidente fondatrice de Children of Africa et première dame de Côte d'Ivoire, qui a décidé d'en faire un établissement d'excellence pour la promotion des jeunes filles. Il y a un an, lors de la première visite d'État du président de la République à Mans, la première dame avait procédé à son inauguration. Ses filleuls avaient alors sollicité l'installation d'une salle multimédia et d'une bibliothèque au sein de l'établissement, vœu que leur marraine vient de combler. C'est donc pour la remise de ces deux importants équipements que la première dame Dominique Ouattara s'est rendue à nouveau dans ce collège qui porte son nom, à la grande joie des élèves heureuses d'accueillir pour la seconde fois celle qu'elles considèrent comme leur modèle. Elles ont exécuté un ballet pour lui souhaiter la bienvenue et leur porte-parole s'est chargée de lui traduire leur affection. Maman Dominique, je voudrais vous adresser nos remerciements à l'occasion de l'installation de notre salle multimédia et de l'équipement de notre bibliothèque que vous nous offrez généreusement. Notre joie est très grande et en reconnaissance, nous promettons d'en faire bon usage pour recevoir l'information utile et en temps réel qui fera de nous des citoyennes accomplies au service de notre pays et à l'image de notre marraine, Madame Dominique Ouattara. Femme de conviction, au grand cœur, femme disponible pour soulager les souffrances des enfants. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a elle aussi remercié la première dame Dominique Ouattara pour son importante contribution à l'instruction et à l'éducation des enfants de Côte d'Ivoire. Excellence, Madame la Première Dame, je voudrais vous traduire, au nom de toute la communauté éducative, mes modestes et sincères remerciements. Ce don vient à la suite de tant d'autres que vous avez fait pour des milliers d'enfants dans nos écoles, au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, en passant par le centre. Ce sont des quantités considérables de kits et manuels scolaires, de cartables, d'ordinateurs, de tables-bancs, de salles de classe, et j'en passe, qui ont sémé et qui continuent de s'aimer la joie et le bonheur dans le cœur des enfants et des parents, partout où vous avez fait parler votre générosité légendaire. Pour cette deuxième visite à ses filleuls, la première dame Dominique Ouattara est venue offrir une salle multimédia et une bibliothèque. Elle a aussi accompagné ces deux importants dons d'autres cadeaux, des vivres, des ensembles sportifs, du matériel didactique, du matériel de jardinage. Elle est également venue avec des artistes pour offrir à ses filleuls de danser avec leurs artistes préférés. Après le divertissement, la première dame s'est adressée en tant que mère à ses filleuls et partant à tous les élèves de Côte d'Ivoire pour leur prodiguer de sages conseils sur leurs études. À vous, mes chères filles, je voudrais vous demander de rester concentrées sur vos études et d'éviter coûte que coûte les grossesses précoces, qui sont un frein à votre réussite scolaire et sociale. Faites passer vos études avant tout. Une fois bien insérée dans la vie active, vous pourrez avoir des enfants et mener votre vie de femme de manière plus épanouie. À vous, mes chers garçons ici présents, prenez comme modèle votre papa, le président Alassane Ouattara, qui, à force de travail et de rigueur dans ses études, a obtenu un doctorat en économie. C'est ce diplôme qui lui a permis d'être nommé à des postes prestigieux au Fonds monétaire international et à la Banque centrale. N'oubliez pas, mes chers enfants, qu'un bon diplôme est le meilleur des passeports pour une vie meilleure. Ce fut ensuite l'inauguration de la salle multimédia et de la bibliothèque qu'elle a fait installer au sein du Collège des jeunes filles Dominique Ouattara de Mans. La salle multimédia est climatisée, elle comprend 15 ordinateurs avec imprimante et connexion Internet, des tables et des chaises. Quant à la bibliothèque, elle est équipée de 400 livres de différents genres littéraires, à savoir la littérature et la culture générale. La première dame a donc remis officiellement ces deux importants outils du savoir en souhaitant que les élèves en fassent bon usage.
On reste dans le Tonkpi pour faire cette découverte avec Eugène Atoubé. Il s'agit du mont Klaoyo. Le mont Klaoyo, dont la mise en valeur du fer sera une opportunité pour la grande région de l'Ouest et pour toute la Côte d'Ivoire. Voici Douedi Swakwe, petite localité dans la sous-préfecture de Fakobli, née de la fusion de deux villages. Au bénéfice de l'activité agricole, mais encore la richesse de son sous-sol. Ici, le mont Klaoyo, d'où serait descendu, selon la légende, les autochtones Wobé de ce village de Douedi Swakwe, est un site minier en exploration. La recherche qu'il faut mener pour pouvoir identifier une espèce minérale qu'on recherche, telle que l'or, le diamant et autres, et aussi le fer. Et du coup, le développement d'un tel projet va créer des emplois, va permettre, par exemple, l'immobilier de prendre un coup, parce que tous ceux qui vont travailler vont chercher à se loger. Vous voyez, donc du coup, il y a beaucoup d'activités qui se développent en même temps. L'exploration du mont Klaoyo est en vigueur depuis maintenant 4 mois. Douedi Swakwe, comme tous les villages qui ont en partage cette montagne, notamment Kouloglon, Guézon ou Kriao, sont partagés entre espoir d'en tirer des retombées au plan économique et financier et crainte de voir leur village délocalisé et leur plantation, ainsi que leur patrimoine culturel disparaître. Alors, est-ce que toutes les garanties ont été vraiment prises pour que demain, les populations ne soient pas face à des désagréments? Ce que nous entendons faire, c'est discuter, qu'on soit clairement situé sur les retombées économiques pour la Côte d'Ivoire et pour la région aussi. Pour l'heure, les populations des villages du groupe Klaoyo voient dans l'exploration de la montagne de même nom une opportunité de lutte contre le chômage et la pauvreté. Les Swakwe Douedi, on était 8 personnes. Les autres disent, ah, là-bas, là, quand tu vas là, tu vas mourir là-bas. Là, les autres sont restés. Donc, c'est 8 personnes qui sont quittées ici. Alors, c'est comme ça, on allait comme ça. Il n'y a pas de demande, pas de quelque chose. Ils sont au village ici, ils ne payent pas maison, ils ne payent pas manger. Même si on les donne même pour 60 000 francs, aujourd'hui, là, ils sont rois ici. Hein. C'est là qu'ils ont commencé à avoir même la valeur de la chose. Le top départ est 3 400. Les 400 sont pour l'assurance et 3 000 francs, c'est les journées. On a dit, bon, les parents ont dit, vous acceptez ça au départ, puisque vous n'êtes pas encore embauché. Vous n'êtes pas encore embauché. Dès que vous serez embauché, on va encore discuter sur votre journée. Cependant, elle préconise que le comité d'intermédiation, composé de cadres de la région, joue franc jeu au nom de la collectivité pour un meilleur bénéfice de l'exploration du mont Klaoyo, élément culturel identitaire du groupe Klaoyo. Il a été construit en 1966. Aujourd'hui, le lycée moderne de Mans n'a plus fière allure. À 47 ans, le plus grand lycée du district des montagnes a perdu son éclat. Il est en ruine. Tout est à refaire, nous dit notre reporter Mamadou Kouassi qui s'est rendu sur place. Bâtiment décoiffé, salle de classe en ruine, toilettes inutilisables. Bref, le lycée moderne de Mans est dans un état de dégradation très avancé. Et pourtant, cet établissement était au rendez-vous de la formation de plusieurs cadres de la Côte d'Ivoire, dont les ministres Albert Mabry-Touakeus, Bleu Lenné, Sidiki Konaté, Albert Flendé, le conseil juridique du président de la République, Mediane Mamadou, pour ne citer que ceux-là. À partir de 16 h déjà, toutes les personnes sombrent et ça nous cause beaucoup de désagréments. La traversée des passants, c'est chaque coup, mais vous êtes empêché parce que bon, quelqu'un vient vous interrompre le coup, le passant et tout ça, on est distrait. Oui, le lycée n'a pas de clôture. Nous ne sommes pas en sécurité. Pas plus tard que la fois passée, nous étions en devoir et il y a eu un serpent qui est rentré dans la salle. Le lycée n'est pas clôturé, donc les bœufs rentrent dans la cour et puis bon, ils font des bruits pendant que nous sommes en cours et cela nous perturbe beaucoup. À cela s'ajoute le manque de matériel didactique et de mobilier de bureau dans cet établissement, le plus grand du district des montagnes avec un effectif de 6 000 personnes. Avec le manque d'éclairage dans les salles, ce qui réduit énormément le nombre d'heures de cours, surtout lorsque nous rentrons dans la période des pluies. Les dispositions que nous avons prises, c'est d'abord d'armer moralement tous nos collaborateurs, aussi bien les enseignants que les élèves. Malgré les conditions difficiles, nous nous efforçons nous avons pu améliorer le taux de réussite aux différents examens l'année passée.
Ici, l'on ne se souvient plus de la date de la mise de la dernière couche de peinture, encore moins des travaux d'électricité dans les salles de classe. Un appel afin que vraiment le lycée, à l'instar du collège moderne qui vient d'être réhabilité, puisse être réhabilité. C'est-à-dire si nous souhaitons bénéficier du programme présidentiel d'urgence ou autre programme de réhabilitation. Malgré ces conditions de travail difficiles, enseignants et élèves s'emploient à sauver l'année scolaire et surtout à réaliser un bon résultat en fin d'année. Je vous conduis maintenant dans un autre décor, à la primature, où le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est entretenu vendredi avec la sous-secrétaire chargée de la politique extérieure du ministère des Affaires étrangères et du culte de la République d'Argentine. Au menu, le renforcement de la coopération entre Abidjan et Buenos Aires. Hugues Weblé, reportage. L'Argentine a la volonté de renouveler sa relation avec la Côte d'Ivoire. C'est le message transmis au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan par la sous-secrétaire chargée de la politique extérieure du ministère des Affaires étrangères et du culte de la République d'Argentine. La coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Argentine touche de nombreux domaines, souligne Maria del Carmen Ascuev. Il est question de lui donner un nouvel élan, ce que devrait favoriser la réouverture envisagée de l'ambassade d'Argentine en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de renouveler la relation en tous les domaines politiques, les domaines de la coopération, les domaines économiques, et les domaines des droits de l'homme. Je suis très contente parce que les chiffres de la croissance de votre pays sont très bons. Et je crois que nous pouvons faire beaucoup de choses ensemble. Nous sommes en train d'étudier la réouverture de l'ambassade. Je vous livre maintenant ce communiqué. Il émane du cabinet du Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances. Suite à la participation de son Excellence M. Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, au conclave Inde-Afrique du 17 au 19 mars 2013 à New Delhi, une importante mission économique indienne effectue une visite du 5 au 9 mai 2013 en Côte d'Ivoire. Outre les entretiens avec les autorités publiques, les hommes d'affaires indiens rencontreront leurs homologues ivoiriens le mardi 7 mai 2013. C'est tout le secteur privé qui est invité. Le mardi 7 mai 2013, à partir de 9h, à la salle de conférence du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Des officiers supérieurs stagiaires nigérians sont en voyage d'études en Côte d'Ivoire. Ils veulent s'imprégner de la gestion post-crise du pays. Le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, les a reçus à son cabinet. On fait le point avec Herman Niamien. Ils sont au nombre de 19, ces officiers stagiaires venus de l'École nationale de défense du Nigeria, accompagnés de leurs encadreurs, parmi lesquels le général de brigade Youchaou Aboubakari, chef de délégation, et le vice-amiral Lokoson, commandant la dite école. Relativement au thème qu'ils ont à traiter, ces officiers supérieurs stagiaires qui aspirent au diplôme d'école de guerre ont voulu savoir comment les autorités militaires ivoiriennes gèrent l'après-crise, surtout au niveau des hommes en uniforme, pour le retour à la normalité. Sur les défis auxquels fait face le gouvernement ivoirien, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, a donné des éclairages sur les actions engagées pour la reconstruction de l'armée, le rétablissement de la chaîne de commandement, la réconciliation entre les éléments des forces est-belligérantes et le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion. Paul Kofi Kofi a également saisi l'occasion pour saluer l'excellence de la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et la République fédérale du Nigeria. Il faut noter que les stagiaires en visite en Côte d'Ivoire forment la 21e promotion de l'École nationale de défense créée en 1992 et délocalisée de Lagos à Abuja en 1994. Prochaine destination de la délégation, la Guinée équatoriale. Depuis plus de 15 ans, le 5 mai est dédié à l'un des plus beaux métiers du monde. C'est le métier de sage-femme. La Côte d'Ivoire, comme les autres pays, célèbre aujourd'hui la Journée internationale de la sage-femme, une journée pour découvrir ce métier de donneuse de vie. Chantal Akanda. Maternité de l'hôpital général de Yopougon. Arrivée d'une femme en travail. Sa délivrance est entre les mains des sages-femmes. La femme qui arrive, une fois elle rentre en travail, elle rentre en salle d'accouchement, elle est sous notre responsabilité. On peut appeler notre salle de travail salle de douleur aussi. Sous l'effet de la douleur, elle est perturbée et la sage-femme a cette responsabilité de mettre en confiance, de bien accueillir la dame, surveiller le travail pour qu'elle accouche dans de bonnes conditions. Dame Koné vient d'accoucher d'une fillette après quelques heures de travail. J'ai bien accouché
Ils m'ont bien regardé, bien couché, bien me nettoyé, sans côté de moi. Et c'est de façon diverse qu'elles apprécient le travail des sages-femmes. Elles se sont très bien occupées de moi. Tout s'est passé bien par la grâce de Dieu. Ils n'ont qu'à continuer toujours de bien accueillir les patientes. Les sages-femmes, vraiment, elles sont insolentes. Elles aiment crier, elles n'accueillent pas bien. Et puis souvent, elles ont une manière de se comporter envers la femme qui n'est pas bien. Donc ça ne nous donne pas le courage d'aller voir les sages-femmes. Parfois accusées d'infliger un mauvais traitement à leurs patientes, les sages-femmes s'expliquent. Quand on pose des questions aux femmes, c'est en salle d'accouchement qu'ils viennent. Mais quand vous allez en constatation prénatale, à la vaccination, à la pesée, les propos sont différents. Pourquoi? Parce que là, les bébés, elles sont contentes, elles sont enceintes, elles n'ont pas trop de contraintes. Mais dans la douleur, tous les petits gestes que tu vas poser, pour elles-mêmes sont bien, elle va mal prendre ça. Souvent, c'est ce qui se passe. Chacune des sages-femmes vient à son éducation dans le métier. Ce n'est pas tout le monde qui prend le métier à cœur. Là, il faut le dire, dans tous les métiers, il y a toujours des bébés galeuses. Moi, nous améliorons la qualité de nos soins. Vraiment, les femmes sont à l'aise. La sage-femme, comme son nom l'indique, doit être sage. Elle doit surveiller la grossesse, suivre l'évolution et gérer l'accouchement. Aujourd'hui, Journée mondiale des sages-femmes, c'est l'occasion d'interpeller ces accoucheuses professionnelles sur le rôle primordial qu'elles ont à jouer dans l'exercice de leurs fonctions. Cette journée met en lumière ces travailleuses de l'ombre ainsi que leur rôle crucial dans la réduction de la mortalité maternelle. Voilà, et ces donneuses de vie, vous l'avez entendu, sont parfois accusées d'infliger de mauvais traitements à leurs patientes. Vrai ou faux? Maïsakou a recueilli quelques réactions pour vous. Les sages-femmes, on pourrait dire qu'elles sont des sœurs, des mamans. Et d'autres, par contre, quand on va accoucher, elles se mettent à crier sur les gens, elles se mettent à dire des trucs. Souvent, la douleur fait qu'on se met à pleurer, à crier. Elles se mettent à crier, elles se mettent à insulter les gens. Elles n'ont qu'à revoir un peu ce comportement-là. Sinon, d'autres aussi, par contre, quand tu vas, ton courage. En tout cas, en un mot, je leur dis aussi merci et félicitations, bravo à elles. Et le matériel aussi. Il faudrait que l'État aussi apporte un apport pour qu'on puisse au moins avoir accès facilement à l'accouchement. C'est un métier noble, mais j'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire, les sages-femmes ne sont pas accueillantes, pas du tout. Souvent, tu vas à l'hôpital par rapport à peut-être à un accouchement, tu es mal reçu, alors qu'avec l'accouchement, tu es stressé déjà. Et quand tu arrives là-bas, ça ne te donne même plus le courage. Elles ne sont pas gentilles, vraiment, c'est ça, c'est mon point de vue. Peut-être il y a quelques exceptions, mais vraiment, le plus souvent, elles ne reçoivent pas bien. Les sages-femmes, c'est eux qui donnent la vie, c'est eux qui, disons, la première personne à voir le bébé naître. Je leur rends vraiment gloire. Mais je souhaiterais qu'elles redoublent encore d'ardeur dans leur travail, puisque c'est un métier noble. Vraiment, ce n'est pas tellement ça. Souvent, quand les femmes arrivent, elles laissent la charge aux filles de salle. Plus souvent, il faut t'occuper. Et puis elles sont assises. Pas normal. Quand les femmes s'en vont accoucher à l'hôpital, bon, souvent, il y a des femmes qui ne prennent pas soin des autres, parce qu'il y a d'autres, leur accouchement est un peu difficile. Bon, quand c'est difficile comme cela, il y a d'autres qui ne savent pas les blaguer, comment on fait pour accoucher. Il y a d'autres qui font de la violence avec eux. Donc ma camarade là, quand elle a accouché, bon, elle a un accouchement difficile. Bon, quand elle a accouché difficile, bon, la femme là, l'a giflé. La plupart, elles ont un mauvais traitement envers les femmes qui sont en salle d'accouchement. Le traitement n'est pas ça. Souvent, soit elles sont en train de regarder des films, elles ne s'occupent pas des femmes qui sont en travail. L'accueil n'est pas bien. On dit qu'elles sont sages-femmes par le nom, mais en réalité, elles ne sont pas sages. Et c'est l'heure du magazine du dimanche. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui est le stress, la dépression et le travail. Comment prévenir, gérer le stress? Quelles sont les conséquences du stress, de la dépression sur l'individu, son milieu professionnel? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons avec nous un invité, Dr Bissouma Anna Corinne. Elle est psychiatre, chargée d'études au Programme national de santé mentale. Bonjour docteur. Bonjour Marie-Laure. Merci d'avoir répondu à l'invitation de RTI 1. C'est un plaisir. Alors tout de suite, qu'est-ce qu'il faut entendre par stress? Alors le stress, Marie-Laure, c'est une réaction de l'organisme. C'est une réaction de l'organisme aux situations ou aux événements.
c'est une réaction de, on va dire, de notre esprit. Si vous voulez, l'esprit de l'homme, c'est un peu comme cette balle. Comme cette balle. Voilà. Petite balle. Comme cette petite balle. Et tous les événements que l'on va subir vont agir comme ça, en exerçant une pression. Et lorsqu'on arrive à surmonter l'événement, lorsqu'on arrive à répondre aux sollicitations comme un dossier qu'il faut faire dans l'urgence parce que le patron doit aller en mission, lorsqu'on arrive à surmonter ou à réaliser ce qu'il y a à faire, eh bien notre esprit qui était comprimé par l'événement revient à la position normale. Donc, c'est-à-dire quand la tâche est accomplie, voilà. Mais le stress fait partie de la vie. C'est important parce que j'insiste dessus. Non, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Généralement, quand on emploie le terme stress, on pense aux effets négatifs du stress. C'est les effets négatifs du stress qu'on voit. Pourtant, le stress, c'est cette réaction-là que nous avons lorsque nous sommes sollicités par un événement ou par des choses, des exigences de notre vie. D'accord, donc voilà. c'est un sentiment qu'on ressent. Est-ce qu'il y a une différence entre le stress et la peur? Alors, le stress, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion. C'est vraiment une réaction de l'organisme et de l'esprit. C'est-à-dire qu'il va y avoir une manifestation psychique. Donc, il n'a rien à voir avec la peur. Ça n'a rien à voir avec la peur, puisque la peur est une émotion. Mais par contre, lorsqu'on est stressé, on peut développer de la peur, on peut développer de l'anxiété et avoir des difficultés à réagir devant les situations. On parle souvent de variété de stress. Oui. Alors, il y a effectivement différents types de stress en fonction des événements. J'insiste dessus. On est stressé parce qu'on est sollicité par quelque chose. Il y a une urgence. Il y a une urgence. Le stress va être, on va dire que c'est un stress court ou un stress aigu lorsque, par exemple, vous devez passer un examen. Vous devez passer un examen, vous avez un entretien, voilà, ça va être un stress très court ou aigu parce que l'événement que vous devez surmonter, il est bref, il est court, il est précis aussi dans le temps. Il y a les stress aigus. Donc ça c'est les stress aigus, les stress chroniques, pardon. Les stress chroniques parce qu'il y a une sollicitation importante répétée. Est-ce que vous pouvez donner des exemples précis, oui, tout à fait, des cas pratiques? Tout à fait. Pour qu'on puisse, alors, voilà. quand vous êtes dans une situation de maltraitance, une situation de torture, là c'est un stress chronique. Parce qu'il y a toujours quelque chose, vous voyez, qui appuie comme ça sur votre esprit. Lorsque vous êtes dans une situation professionnelle difficile, il y a une mauvaise organisation du travail, il y a des difficultés au travail, vous allez vous retrouver donc dans un stress chronique. Il y a aussi les stress qui sont liés au traumatisme. Lorsqu'il y a un deuil, lorsqu'il y a l'annonce d'une maladie grave comme un cancer, vous allez avoir un stress. Donc, c'est toutes ces manifestations qu'il va y avoir au niveau du corps pour s'adapter et pour répondre aux exigences liées à la situation. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des causes, par exemple? Quand on parle des variétés, vous avez parlé de cas de décès, de cas de maltraitance. Est-ce que c'est ce qui est appelé comme cause? Sinon, s'il y a d'autres causes, est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Oui, il y a plusieurs causes. Je parlais de ces différentes situations-là, mais il y a, voilà, qui peuvent entraîner du stress. Devoir se lever pour être à une heure bien précise au travail, alors que, par exemple, c'est aujourd'hui qu'il y a une grève des taxis, ça va nous stresser parce qu'il faut trouver une solution. On se pose la question, est-ce qu'on aura un véhicule, est-ce que je pourrais y aller? Est-ce que j'ai une réunion importante? Est-ce que je serai à l'heure? Mon patron m'attend parce qu'il y a tel ou tel dossier que je dois lui remettre à 10 h, il est 9 h, je n'ai pas encore fini. Ou bien il y a une panne informatique. Voilà. Donc ce sont ces événements-là. Le stress aussi va être lié à nos habitudes de vie. Ça va aussi dépendre de notre personnalité. Vous savez qu'il y a des personnes qui gèrent très bien les urgences. Par contre, il y a d'autres... Est-ce que c'est pas peut-être par habitude aussi? Parce qu'on dit souvent l'expérience fait la différence. Oui. Ça peut être l'habitude. Ça compte dedans? Ouais. Ça compte. C'est-à-dire notre histoire de vie. Le développement de notre personnalité, le fait qu'on ait déjà eu à subir de tels événements, ça va compter sur notre capacité à réagir aujourd'hui à un événement stressant. D'accord. Est-ce que vous pouvez parler un peu des manifestations? C'est vrai. Alors, puisque là, vous avez fait la différence entre le stress et la peur. Oui. C'est clair. Maintenant, comment est-ce que ça se manifeste? Alors déjà, je parlais du stress. Justement, du stress, je disais qu'on a l'habitude de penser au stress comme étant quelque chose de négatif. Mais le stress, quand il est positif, parce qu'il a un effet positif, il va nous permettre de réaliser de grandes choses. C'est le stress qui permet, par exemple, à un sportif de puiser au plus profond de lui-même pour franchir
la ligne d'arrivée. C'est le stress qui va nous permettre de déployer le maximum de nos capacités. Mais on va dire que le stress est négatif quand il nous empêche de répondre aux sollicitations de la vie. Et le stress va réagir alors à plusieurs niveaux au niveau du corps. Vous voyez, il y a un impact au niveau du cerveau. Généralement, quand les gens sont stressés, il y a des céphalées. La personne a mal à la tête, elle commence à avoir des vertiges, elle est irritable, énervée, en colère. Et ça, c'est négatif. Ça, c'est les effets négatifs du stress. J'insiste sur le fait que c'est les effets négatifs du stress. Une répercussion au niveau de la peau. Quand on est stressé, on a des démangeaisons, on a des dermatoses, on a de l'acné parfois dû au stress. Le stress va réagir au niveau des muscles et des articulations. Rhumatisme, douleur. Au niveau du cœur, palpitations, hypertension artérielle. Au niveau des poumons, on va avoir ce qu'on appelle les dyspnées, c'est-à-dire que la respiration est coupée. Au niveau de l'estomac, vous allez avoir un ulcère, vous allez avoir des douleurs, vous allez avoir de la nausée, des vomissements, de la diarrhée, des nausées, de la diarrhée, bien même de la constipation. Pardon, il n'y a pas de vomissement dedans. Voilà. Au niveau du pancréas, au niveau des intestins, au niveau du système reproducteur, les personnes qui sont stressées vont avoir, chez les femmes, on peut observer une aménorrhée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de menstrues. Et chez les hommes, on va voir que parfois, il y a une baisse de la libido, une faiblesse sexuelle. Le stress tout ça dû au stress. Tout ça dû au stress. Tout à l'heure, docteur, vous avez dit que le stress, ça fait partie de la vie, c'est normal et c'est même positif. Oui. Alors là, ça fait un peu peur. Oui, mais c'est parce qu'on n'a pas la capacité à gérer. Parfois, on est dans des situations qui dépassent nos capacités. Il y a malheureusement que dans une situation professionnelle, on peut être trop sollicité. Quand le travail, les tâches ne sont pas précises, quand il y a trop de choses, quand il y a trop d'urgence. Dans ce cas, il faut donc savoir gérer le stress. On va en parler tout à l'heure. Voilà. Alors, tout à l'heure, quand vous avez parlé des manifestations, est-ce que vous pouvez en même temps brosser les conséquences du stress, notamment le stress négatif? Mais donc, alors, le stress négatif, je vais vous montrer au début cette balle. Notre esprit, il est comme ça. Et quand on est trop stressé, on finit par être comme ça. Vous voyez, c'est l'esprit qui commence à être froissé. Froissé, fatigué, vidé de son énergie. On emploie souvent cette expression, je suis gonflé à bloc, je suis bien. Et puis là, je suis épuisé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de... Et là, dans ce cas, ouais. La personne, justement, va peut-être faire une dépression. Peut-être faire une dépression d'épuisement parce qu'il y a eu trop... On a trop sollicité l'esprit, le corps a trop été sollicité parce que quand il y a du stress, vous voyez, il y a une sécrétion d'adrénaline. Justement, cette adrénaline va faire qu'on est capable de relever le défi que ça peut représenter. Mais quand l'organisme est trop sollicité, quand il y a trop d'exigences, quand il faut réduire ses heures de sommeil, quand il faut vraiment puiser au plus profond de soi-même, et trop longtemps, on finit par être déprimé. Oui, parfois déprimé. Parfois déprimé. Et c'est l'une des conséquences du stress. On va regarder cet élément et puis poursuivre notre entretien. La rencontre a permis de faire la lumière sur la dépression, ce mal psychologique qui représente environ 20% des consultations des psychiatries adultes et 10% des cas suivis en psychiatrie de l'enfant en Côte d'Ivoire. Cette pathologie psychique a été exacerbée par les nombreuses crises qui ont secoué le pays. D'ailleurs, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la dépression deviendra la deuxième cause d'invalidité dans le monde après les maladies cardiovasculaires. Ça s'accompagne d'un certain nombre de signes, de beaucoup d'angoisse et d'une vision très pessimiste de soi-même, de la vie, d'un désintérêt pour tout, d'une baisse d'énergie. Tout ce que la personne aimait faire, elle n'arrive plus à le faire. Une grande fatigue et souvent des manifestations physiques aussi. C'est une maladie qui peut être très handicapante et qui présente surtout le risque d'un suicide. La dépression peut être évitée si l'on reste attentif à la souffrance psychique de ceux qui nous entourent en adoptant une alimentation équilibrée, des activités sportives régulières et en s'éloignant de toutes sortes de drogues. Pour le traitement de cette maladie, aux côtés de la médecine moderne, la médecine traditionnelle n'est pas à exclure. Il y a deux démarches. Il y a la démarche diagnostique qui requiert donc à ce niveau la compétence et on fait le diagnostic métaphysique. On peut jeter des courriers pour connaître l'origine surnaturelle ou non. L'état dépressif n'est pas incurable et les personnes souffrant de la maladie peuvent être guéries en suivant les traitements adéquats. Je ne dormais pas et puis
La nuit, avant de me coucher, on me donnait à manger et je refusais de manger. Et je remercie Dieu, pour le moment ça va. Je me sens bien à l'aise. J'ai eu une dépression nerveuse. À l'an 2008, ça a commencé. En tout cas, c'est entre les mains de Dieu, moi je suis guérie. S'il est important et même vital de sensibiliser sur les conséquences de la dépression, l'enjeu principal de la conférence reste l'inscription dans les habitudes du recours aux psychologues, psychiatres et autres spécialistes pour venir à bout de cette pathologie. La conférence débat a pris fin par une remise de dons de la part de l'ONG Fondation Mireille Antilles aux représentants de l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Docteur Bissouma, la dépression, une conséquence du stress. Oui, la dépression est une des conséquences du stress, parce qu'il y a plusieurs conséquences au stress. Et donc, lorsque quelqu'un est stressé, je vous montrais ce ballon, l'esprit va se vider, le corps aussi va se vider de son énergie, et petit à petit, la personne va plonger dans un état de détresse, de tristesse, d'épuisement, qui sont donc des symptômes ou des signes de dépression. Alors, comment prévenir ce stress pour ne pas arriver à la dépression? Alors, il faut avoir une bonne hygiène de vie, c'est important. Parce que d'autres conséquences du stress, ce serait l'abus d'alcool, l'abus de drogue, par exemple, ce serait des conflits, voilà. Donc, il faut avoir une bonne hygiène de vie. C'est-à-dire qu'il faut déjà bien dormir. Il faut savoir se reposer. Il faut savoir lâcher prise. Lorsque vous êtes dans une situation qui est compliquée, qui est bloquée, et vous ne voyez pas d'issue, et vous sentez que votre esprit est fatigué, vous pouvez sortir, marcher quelques minutes, respirer, prendre l'air. Prenons le cas d'une personne dans son milieu professionnel. Lorsque vous êtes au travail et que votre patron arrive, toutes les 5 minutes, et qu'il vous demande quelque chose de nouveau, ou il augmente ses exigences, prenez le temps de vous calmer. Parfois, vous pouvez avoir une balle comme ça que vous allez malaxer pour vous détendre. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps de... Oui, vous écoutez ce que le patron dit, mais vous n'avez pas parfois besoin de vous lever tout de suite parce que vous devez réfléchir à ce qu'il faut faire pour répondre de la façon la plus efficace possible à la sollicitation du patron. Ça, c'est comment gérer le stress. On peut aussi admettre comme ça, c'est gérer le stress quand il est là. Alors là, quand on arrive à le gérer, il est positif. Non, c'est-à-dire, je reviens, c'est-à-dire c'est simplement de la résilience. Là, on parle de résilience, c'est-à-dire c'est la capacité à gérer une situation difficile et à prendre le dessus sur cette situation. Simplement, l'aspect positif ou négatif du stress, c'est sur les effets que va avoir le stress sur nous et c'est sur les résultats du stress. C'est-à-dire, on dit qu'il est positif quand le stress me permet de relever les challenges. Tout le monde peut justement faire en sorte de pouvoir gérer ce stress afin qu'il soit positif? Non, c'est parfois difficile. Alors, on quel apprend. conseil vous donnez en tant que psychiatre? On peut apprendre à gérer le stress. Je disais au début, c'est parfois fonction de la personnalité. Il y a des personnes, des types de personnalités qui ont du mal à gérer le stress. À ce moment-là, ce qu'on fait en psychothérapie ou quand vous avez recours à un psychologue ou un psychiatre, c'est qu'il va vous aider à développer vos capacités de gestion. Il va vous aider à faire autrement, à envisager de nouvelles façons d'agir ou de réagir devant un événement. On apprend aux personnes à respirer. Au cours de relaxation, d'activités de relaxation, on peut apprendre aux personnes à respirer. Le recours, c'est pas toujours aux médicaments, c'est pas toujours les médicaments qu'on va prescrire. Ce sont vraiment des activités où on travaille sur la façon de réfléchir, la façon de réagir, et les personnes peuvent apprendre à gérer le stress. Et souvent, on parle aussi dans le milieu professionnel. Je ne suis pas psychiatre, mais ce que j'ai pu voir, c'est qu'il faut aussi être organisé. Oui. On a même entendu aussi dans le reportage, il faut avoir une bonne alimentation. Oui, il faut savoir s'organiser. On ne peut pas tout faire en même temps. Lorsqu'il y a beaucoup de charges ou beaucoup d'exigences, beaucoup de travail à faire, il faut essayer de se donner un emploi du temps. Même quand on est adulte, il faut avoir une répartition de son temps de travail et puis inclure dans ce programme, des moments de détente, des moments de loisirs pour digérer et laisser couler parfois et donc gérer son stress. Merci beaucoup, Dr Bissouma. Je pense qu'on a retenu l'essentiel. Il faut donc savoir gérer son stress, se donner un peu de repos, avoir une bonne alimentation.
Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Retenez que nous avions avec nous Dr Bissouma Anna Corinne. Elle est psychiatre chargée d'études au Programme national de santé mentale. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Retenez que votre stress doit être une source de stimulation, de motivation pour vous permettre de produire de bons résultats. Évitons tous, si nous le pouvons, le stress négatif. Bonne santé mentale à toutes et à tous. Portez-vous bien. Merci.